Bon, ce qu'on fait, c'est assez spécialisé. Puis comme on est les premiers sur la planète à le faire, on ne peut pas engager quelqu'un puis dire viens travailler chez nous puis assumer qu'il va être déjà formé pour le faire. Donc, Bonjour, ici Frédéric Boisvert, je suis président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir des entrepreneurs lauréats de l'édition 2024 de l'événement des FIDEID, le plus grand événement pour les entrepreneurs de la capitale nationale. Alors, on parle de leur vision, de leur parcours et de leurs projets. Louis-Philippe Plot. bonjour. Cofondateur et président, chef de la direction de l'entreprise Lumire Laser. Moi, je dis lumière, c'est un beau jeu de mots, comme ça, on est content. Parfait, super. Écoute, parle-nous de ton entreprise un peu pour qu'on la découvre. On sait que c'est en pleine ascension, mais on veut la découvrir davantage. Oui, dans le fond, Lumière Laser, c'est une jeune entreprise qui a été établie en 2019. Ouais. On est une spin-off avant tout des travaux de recherche de l'Université Laval. Donc, l'entreprise a été confondée avec deux professeurs qui étaient mes superviseurs de recherche à l'époque, Martin Vernier et Réal Vallée. Puis, un des professionnels de recherche qui était là aussi, Vincent Fortin. Puis, ensemble, on commercialise une nouvelle technologie de laser à fibre optique qui émettent dans l'infrarouge moyen. Donc, oui, exactement. Donc, c'est des longueurs d'onde qui sont plus loin encore que ce qu'on est habitué de voir, par exemple, avec les télécommunications et qui ont des propriétés fortes d'interaction avec les tissus biologiques. L'objectif, donc, c'est que parce que le laser est très fortement absorbé par les tissus, on est capable de faire des interventions en dermatologie, chirurgie, etc., avec un niveau de précision qui était jusqu'à présent impossible à réaliser. Donc, nos clients, c'est avant tout des équipementiers médicaux. Je dirais que 95% de nos ventes et plus, c'est des équipementiers médicaux qui achètent notre laser et qui l'intègrent dans leur appareil pour en tirer les bénéfices physiques. C'est un marché extrêmement compétitif, puis on parle de précision, là, de haute précision, donc c'est un marché qui est difficile à percer. Oui, je pense que dans le médical en général, c'est toujours des marchés qui peuvent être plus difficiles à percer parce qu'il y a aussi la notion de risque avec les nouvelles technologies. Tu sais, les équipementiers doivent passer des approbations, par exemple auprès de l'FDA, Santé Canada, etc. Donc, ils veulent toujours être sûrs que s'ils adoptent de nouvelles technologies, que ça va vraiment bien fonctionner puis ça va vraiment faire un gain important pour leurs produits. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans la grande tradition du photonique à Québec. On revient bien des années en arrière. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a toujours du développement, puis vous en êtes la dernière émanation. Je trouve ça vraiment captivant. C'est gentil. La dernière émanation, je ne sais pas. Il y a toujours des nouvelles technologies, des nouvelles entreprises qui sont fondées à chaque année. La plus récente, en tout cas. En tout cas, une de celles qui va bien dans les jeunes, on va dire ça. Écoute, tu as remporté 2 prix au Gala des FIDEID, qui est le plus grand gala des entrepreneurs dans la capitale nationale. Vous avez d'abord remporté le prix de la jeune entreprise de l'année, puis également de la petite entreprise de l'année. Raconte-moi... Qu'est-ce qui vous a motivé à déposer votre candidature? Qu'est-ce que ça vous a apporté également? J'aimerais ça que tu nous en parles davantage. Oui, écoutez, les FIDEID, c'était la première fois qu'on appliquait aux FIDEID, mais c'était pas la première fois que j'entendais parler des FIDEID. Ah, d'accord. Ça faisait plusieurs années que je voyais que ce gala-là existait, puis pour différentes raisons, ça n'avait pas nécessairement à donner d'appliquer avant. Puis, cette année-là, je regardais ça, puis j'avais déjà prévu un peu... que j'allais appliquer. Puis, il y a un de nos comptables chez PwC qui m'a écrit et qui a dit, là, tu peux appliquer cette année, là. C'était Jean-François. Il dit, oui. J'ai dit, oui, je vais appliquer. Fait que là, j'ai appliqué, c'est ça. Fait que j'avais appliqué. Comment tu as trouvé le processus d'appliquer? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué du tout. C'est sûr que quand ça fait plusieurs années que tu as une jeune entreprise puis que tu es dans des milieux technologiques, tu commences à être habitué aussi de remplir là, des applications puis d'expliquer ce que tu fais. On avait gagné d'autres prix avant dans d'autres affaires, le magazine américain Forbes, les prix de la DRIC, etc. Donc, à un moment donné, tu viens que tu es habitué d'écrire un peu les mêmes affaires. Donc, ça, je dirais que c'est pas compliqué en soi. Le but, c'est de parler de ce que tu fais, pourquoi c'est important, faire ressortir ta passion pour la chose, etc. Puis généralement, après ça, le reste se déboule tout seul. Tu as posé la question tantôt, qu'est-ce que ça nous a apporté, le prix? Je dirais avant tout, c'est toujours une belle table dans le dos, ces prix-là, d'avoir une reconnaissance externe. Mais le plus grand impact, moi, je le vois à l'interne. Parce que, c'est-à-dire avec les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est-à-dire que le prix en tant que tel, c'est comme une façon de remercier le travail de tout le monde. Une entreprise, c'est pas juste une personne, c'est moi qui est ici en train de parler au nom de l'entreprise, mais pour arriver au résultat d'une entreprise comme Lumière, toute cette croissance-là, c'est le travail acharné de plusieurs personnes et c'est une façon de leur mettre d'en face que leur travail est apprécié et reconnu de l'externe aussi, même s'il y a personne,
vous débarquez pas chez nous pour aller promener dans l'usine puis dire hey, vous êtes hot. Mais ça rayonne sur tous les employés. Ben, exactement. Fait que, la première chose qui s'est passée quand on est parti avec ce trophée-là, ce soir-là, c'est pas moi qui est reparti avec. C'est des gens qui étaient avec nous, des employés avec nous. Puis ça a fait le tour. Tout le monde s'est pris en photo avec le lendemain sur le plancher de production. Puis tout ça. Donc, c'est ça l'impact que ça a. Ça fait du bien, c'est moi. Une belle tape dans le dos, tu as raison. Raconte-moi, écoute, maintenant, vous êtes une entreprise en pleine expansion, tout va bien, mais il y a quand même eu un début, il y a quand même eu une idée, il y a quand même eu un trigger. Raconte-nous un peu là, les débuts de ce projet d'entreprise-là que toi et tes associés ont amorcé. Oui, donc l'entreprise, comme j'ai dit, a été établie en 2019, mais avant ça, des années et des années avant ça, il y a eu beaucoup de recherches universitaires là-dessus. Donc, les professeurs que j'ai mentionnés tantôt, Réal et Martin, travaillaient à développer des lasers avec un type de fibre optique particulier qui s'appelle la fibre de verre fluoré. Verre fluoré. Oui, exactement. Donc, la fibre optique la plus commune, c'est celle des télécommunications, celle qui amène l'Internet chez vous, par exemple. Ça, c'est généralement des fibres de silice, qu'on dit. Donc, c'est quelque chose, une technologie qui est extrêmement mature maintenant, qui est produite en kilomètres et kilomètres et kilomètres à chaque jour. Mais la fibre de verre fluoré, c'est une technologie qui vient de Rennes, où il y a certains chercheurs, dont Marcel Poulain, qui ont développé ça ça a commencé dans les années 70, donc ça fait très longtemps. Et c'est une fibre optique qui a la capacité de transmettre des longueurs d'onde qui sont plus loin dans l'infrarouge. Donc, les longueurs d'onde dans l'infrarouge moyen, autour de, disons, 3000 nanomètres, qui sont les longueurs d'onde que le lumière laser utilise à cause des principes d'absorption dans les tissus, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, ça faisait des années et des années qu'il y avait une collaboration de recherche. Les chercheurs de l'Université Laval et les gens à Rennes, chez Le Verre Fleuré, qui est une entreprise aujourd'hui qui fabrique cette fibre-là, pour développer une technologie laser dans ces longueurs d'onde-là à partir de la technologie de fibre optique en verre fleuré. Puis, éventuellement, ça a atteint un certain niveau de maturité qui était suffisant pour dire, OK, la technologie pourrait devenir un produit. Puis, à ce moment-là, puis ça, c'était un peu avant 2019, il y a eu des rencontres entre Le Verre Fleuré puis les gens de Québec. Puis, on s'est dit, OK, il faut se mettre en mode trouver un premier client. Puis c'est à peu près dans ces moments-là que moi, je suis arrivé. Donc, moi, j'étais étudiant avec Martin et Réal à l'époque. Donc, au doctorat, c'est ça? À la maîtrise à ce moment-là. Éventuellement, j'ai fait un passage au doctorat pendant que je gérais l'entreprise aussi. Puis, le but, à ce moment-là, ça a été de découvrir le premier client, etc. Moi, j'avais manifesté depuis longtemps à mes professeurs que j'avais un intérêt pour l'entrepreneuriat. J'avais déjà fait des formations de ces choses-là. Donc, quand il y a eu cet alignement de planètes-là, si tu veux, c'est les professeurs qui sont venus me chercher. Ils ont dit, regarde, Louis-Philippe, la technologie est assez mature, on pense, pour faire un produit, ça te tente-tu de te lancer là-dedans avec nous autres? Puis j'ai dit oui. Wow! Donc, c'est essentiellement comme ça que ça a commencé. Puis aujourd'hui, les co-actionnaires de l'entreprise, bien justement, c'est tous des gens qui étaient à la base dans ce domaine de la recherche-là. Donc, moi, comme étudiant, les gens du Verre Fleuré pour la fibre, puis à Québec, les professeurs Martin Réal, puis aussi Vincent, qui était professionnel de recherche dans le groupe de recherche. Parce qu'au Québec, on a beaucoup parlé d'innovation, on a beaucoup parlé du besoin des entreprises dans ce chapitre-là, mais tu sais, il reste que qui dit innovation, ben ça part d'abord d'une idée, ça part d'abord d'un concept. Et là, il y a un petit peu la vallée de la mort où on développe le produit, on essaie de le commercialiser. Puis toi, tu représentes avec ton entreprise, tes employés, un cas à succès, d'une idée qui émerge de l'université, capital intellectuel, puis on le commercialise, mais c'est pas un long chemin, c'est pas un long fleuve tranquille, tout ça, là. Non, pas du tout. Puis j'aimerais quand même ça qu'on aborde ce volet-là, de dire quels ont été les éléments à succès qui ont permis à l'entreprise d'émerger, de l'idée à la commercialisation? Oui, il y en a une très longue liste. Là. C'est une longue liste Mais pour toi, les plus importants? Petits succès, de coups de chance. Bien, les plus importants, au départ, c'est d'avoir eu les bonnes personnes dans l'équipe pour commencer. Ouais. Je pense que, en dehors du fait, je pense que j'ai eu un bon instinct entrepreneurial aussi pour quelqu'un qui n'en avait pas fait, mais on était très, très, très fort du côté de la technologie. On a eu le support de l'université au début aussi pour se lancer. On a encore aujourd'hui, je considère, le support de l'université parce qu'on opère encore dans les locaux de l'université. Bien, disons-le, là, vous êtes incubé encore? Oui, bien, je pense que incuber, ça dépend. Combien de temps tu peux considérer qu'une entreprise est incubée? Une entreprise à plusieurs millions, c'est bon, l'incubation, c'est un concept. C'est ça. Je nous considère plus comme une scale-up qu'une start-up rendue au point où on en est. Tout à fait. Puis, tu sais, j'ai moins de contacts, disons, avec par exemple, les gens chez Entrepreneuriat Laval, puis tout ça. Au niveau moins de la supervision, besoin. Je fais plus du coaching que des... Mais ceci étant dit, il y a un ensemble de choses qui ont favorisé ça. Une des choses qui nous a aidé beaucoup, justement, c'est que quand on a incorporé la compagnie, on avait déjà trouvé un premier client. Dans le fond, l'idée est venue avant ça. Puis, on s'est dit, écoutez, en ce moment, ça ne coûte rien de continuer à faire de la recherche. Puis pendant ce temps-là, Louis-Philippe et d'autres personnes vont continuer à essayer de trouver un premier client. Puis quand on a trouvé notre premier client,
du premier client, le premier gros client. On a fait des petites ventes entre-temps, puis l'université a été partenaire là-dedans, à des laboratoires de recherche, puis des choses comme ça. Mais jusqu'à ce qu'on débloque avec quelqu'un qui avait du potentiel de récurrence, ça a pris plus de temps. Là. Puis pendant ce temps-là, on était à l'université, fait qu'on n'avait pas de coût fixe. Tout ça, ça a été facile. Puis après ça, là, on a dit, OK, ça peut donner quelque chose. Là, on a incorporé la compagnie, on a commencé à payer nos locations à l'université, puis tout ça, puis on est devenu une entreprise en bas et due forme. Puis vos clients sont principalement canadiens? Non, on fait presque aucune vente au Canada. À toute fin pratique, à peu près 0 Vous exportez déjà? On exporte à 100 Quel continent, excuse-moi? En très, très, très grande majorité des États-Unis, de loin. Puis sinon, un peu en Europe, en Asie, un peu partout. On se promène partout sur la planète. Là. Il y a toutes sortes d'endroits sur la planète qui sont des mecs du médical puis qu'on ne remarque pas nécessairement. Avez-vous des partenaires également, des employés qui sont à l'international ou simplement des... Non, on n'a pas d'employés à l'international. On a des employés qui se déplacent régulièrement à l'international, faire du développement des affaires, moi inclus, mais on n'a pas de... Bien, en fait, c'est pas tout à fait vrai. J'ai mentionné tout à l'heure qu'on avait un partenariat avec le Verre Fleuré, ceux qui fabriquent la fibre optique. Bien, eux sont en France. Donc, par conséquent, on peut considérer qu'on a, par personne interposée, un pied à terre en France aussi. C'est un partenaire très, très, très proche. Là. C'est d'ailleurs un actionnaire de notre entreprise. Là. C'est vraiment... Depuis 2019, vous en avez fait du chemin. Là, on se disait tantôt que le chiffre d'affaires ne faisait que doubler. C'est quoi la réalité d'une entreprise comme la vôtre en pleine expansion 2025? C'est quoi les principaux défis? Oui, je dirais que dans ce qu'on fait, c'est assez spécialisé. Puis comme on est les premiers sur la planète à le faire, on ne peut pas engager quelqu'un puis dire viens travailler chez nous puis assumer qu'il va être déjà formé pour le faire. Donc, ça demande aussi une bonne dextérité, manipuler la fibre optique de verre fleuré qui est assez fragile, etc. Donc, je te dirais que l'un des principaux défis, honnêtement, c'est toujours la question de main-d'œuvre qualifiée, trouver les bonnes personnes, puis les engager, les former. Je pense que c'est la chose qui fondamentalement peut être la plus éreintante là, sur la croissance, c'est ça. Est-ce que le fait que tu es vraiment près de l'université, qu'il y a des talents qui émergent toutes les années de là, est-ce que ça t'aide dans ta stratégie de recrutement? Oui et non. Ça aide pour... Quand on a besoin de gens qui sont hautement formés, par exemple pour notre groupe de recherche et développement ou des choses qui sont plus complexes, là, oui, absolument, ça aide. Puis, le fait de garder une proximité avec l'université est bonne aussi parce que, malgré tout, les groupes de recherche à l'université continuent d'avancer la recherche, de repousser les limites de la technologie. Donc, ça devient une pépinière pour nous de regarder ce qui se fait là. Ceci étant dit, la plupart des besoins de main-d'œuvre qu'on a sont moins dans la complexité. C'est plus des gens, justement, qui vont faire la production, par exemple, ou qui vont appuyer la croissance d'entreprise à différents niveaux. Puis ça va plus du côté industriel, plus trouver des gens qui ont certaines qualités intrinsèques plus que certains diplômes. Là, on va aller plus du côté vision puis avenir. Je serais curieux de t'entendre sur les prochaines étapes. Comment tu envisages le développement de ton entreprise? Oui, bien, comme on le disait, là, on est en mode super croissance. Fait que doubler à chaque année, c'est pas la même chose à chaque année, doubler à chaque année. C'est quand on commence puis on passe de 4 à 8 personnes, c'est pas si pire, mais là, il faut passer de 20 à 40. Donc, l'embauche, c'est encore quelque chose qui va nous occuper beaucoup au courant de la prochaine année. C'est les fondations. Hein? Ben oui, absolument. Puis comme je le disais au début tantôt, dans les choses qui ont fait notre succès jusqu'à maintenant, c'est d'avoir eu d'excellentes personnes dans l'équipe, absolument. Votre capacité à dénicher des talents, puis surtout les bonnes personnes. Là. Ça joue vraiment pas beaucoup. Sinon, dans les prochaines étapes de l'entreprise, ben là, on a levé du financement avec les gouvernements. On commence à planifier notre déménagement depuis longtemps là, déjà, parce que comme je le disais, on occupe encore des espaces à l'Université Laval. Si tout va bien cet été, on déménage dans des nouveaux locaux que je n'annoncerai pas ici aujourd'hui. Ben non. Puis, c'est ça. Puis, c'est les prochaines étapes. Après ça, c'est tout ce que tu peux imaginer qui vient naturellement avec la croissance. Il faut faire des acquisitions en infrastructure, il faut continuer de... En ce moment, on fait quelque chose de bien, puis on en a plein les bottes à faire juste cette chose-là. Fait que je veux pas qu'on se disperse à essayer de faire plein de choses en même temps. On a plein de projets, c'est ça, en R&D pour des choses qui vont aller chercher certaines interventions chirurgicales, des lasers impulsionnels, etc. Mais on n'est pas là en ce moment. Là, le but, c'est de faire ce qu'on fait, puis de le faire mieux, puis d'en faire plus. Évidemment. Écoute, on va aller plutôt maintenant du fait que, tu sais, si tu avais... Parce qu'on sait qu'il y a plein de projets d'entreprise dans la région de Québec, il y a des gens qui ont des belles idées, tout ça, et puis surtout des entreprises qui sont en croissance, qui commencent. Quel conseil pourrais-tu donner à un entrepreneur qui pense peut-être à déposer sa candidature pour les FIDéID? Pour les FIDéID en particulier, moi je dirais, dans votre candidature, mettez l'accent sur le pourquoi.
d'abord. On fait quelque chose. Tu as décidé de lancer une entreprise, mais pourquoi? C'est quoi le but ultime de ça? C'est pas juste de faire un produit ou de faire de l'argent. Ces choses-là apportent de la stabilité, peuvent permettre... Mais il y a un but ultérieur à ça. C'est quoi ta vision? Puis tout ça, je pense que c'est toujours important. Puis après ça, ben, c'est sur ses forces. Qu'est-ce qui a fait que ton entreprise va bien? Qu'est-ce qui fait qu'elle mérite un prix? Justement, quels sont ses accomplissements? Ça dépend des catégories aussi dans lesquelles ils s'appliquent au fidèle. Vous avez plusieurs catégories, environnement, etc. Mais il faut toujours se poser la question, si quelqu'un ne connaît pas votre entreprise puis lit votre candidature, qu'est-ce qu'il va faire? Wow! Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que ça continue de bien aller. Donc, que la croissance se poursuive, que ça aille bien, qu'il ne nous arrive pas de bad luck. Puis pour moi-même, je me souhaiterais un peu plus d'équilibre de vie, mais une chose à la fois. T'es encore jeune, ça va. C'est ça, exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci.